Nous sommes dimanche et c'est le 19 décembre. Bonjour, bienvenue sur la chaîne qui rassemble, bienvenue dans le 13h. Les meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire sont connus depuis hier soir. Le premier prix a été remporté par Boussou Kwasi, journaliste radio à Djamé FM, Super Ebony 2021. La 23e soirée des Ebony, c'était donc hier samedi à l'hôtel président de Yamoussoukro et de nombreux prix ont été remportés par les journalistes de la RTI. Ils sont une soixantaine, ces chrétiens, catholiques, ivoiriens en pèlerinage en Turquie depuis hier samedi. Sur place, nos pèlerins ont pu visiter plusieurs sites évoqués dans les livres saints, notamment la Maison de Marie. En fin de journal, nous les rejoindrons en Turquie avec nos guides Dongui Dongui et Fernand Conan. Le Tchad décide d'envoyer 1000 soldats pour renforcer la mission de l'ONU au Mali. Le contingent tchadien devrait donc quasiment doubler. L'ambassadeur malien à l'ONU a donné son feu vert au Conseil de sécurité. Le gouvernement militaire à Bamako précise, lui, que ce renfort intervient à la requête du Tchad. L'Organisation mondiale du tourisme est l'institution des Nations unies chargée de la promotion d'un tourisme responsable, durable, accessible à tous. L'OMT fournit une assistance au secteur pour faire avancer les politiques relatives au savoir et au tourisme de par le monde. Le nouveau président de l'instance n'est autre que notre compatriote, le ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, qui, je le rappelle, est aussi président du tourisme africain. On parle de commission africaine de l'OMT. Nous l'avons invité sur notre plateau pour parler de ses missions et surtout de ce que ces nouvelles charges vont apporter de positif au tourisme ivoirien. Il a accepté l'invitation, il est avec nous. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur Hamza Diaby. Ou devrais-je dire monsieur le président? Je pense que nous sommes en Côte d'Ivoire, donc monsieur le ministre convient exactement. Merci beaucoup. En tout cas, bravo. Merci d'être venu sur notre plateau. Et vous êtes prêts pour le Dimanche Magazine? Nous sommes prêts à répondre à vos préoccupations. À tout à l'heure, dans 30 minutes. Merci. L'excellence a un prix et aujourd'hui, la RTI a remporté plusieurs prix. C'était à la cérémonie des Ebony à Yamoussoukro. Le premier prix a été remporté, lui, par Boussou Kwasi. Super prix, donc, Super Ebony. Il est journaliste radio à Djamé FM. Super Ebony 2021. La 23e soirée des Ebony, c'était donc hier samedi à l'hôtel président de Yamoussoukro. Nous allons revenir sur ce reportage signé Jean-Marc Djadji. Déjà, nous pouvons dire bravo à tous les lauréats. Et bravo également à ces 22 membres du corps préfectoral qui ont consacré plus de la moitié de leur vie au service de l'administration. Là, ils sont admis à faire valoir leur droit à la retraite. Une cérémonie a donc été initiée pour leur rendre hommage. Cérémonie dénommée Journée du mérite du corps préfectoral. C'était vendredi en présence du ministre Vagondo Diomandé. Notre témoin, c'est Michel Mambo. Le moment est solennel. Ils reçoivent la reconnaissance de la nation après plusieurs années de loyaux services. Eux, ce sont les membres du corps préfectoral, 21 au total, prêts à faire valoir leurs droits à la retraite. C'est donc avec une vive émotion que je porte la parole de mes collègues en ce jour inédit dans l'histoire du corps préfectoral de Côte d'Ivoire. Cette journée de reconnaissance du mérite du corps préfectoral contribue et contribuera à l'épanouissement de ses membres. Une première dans l'histoire de ce corps d'élite, le lieu de rendre un vibrant hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Grâce au président de la République, une cité préfectorale de plus de 133 logements est en cours d'achèvement à Bingerville. Un terrain de plus de 25 hectares est en voie d'acquisition à Yamoussoukro qui abritera plus de 250 logements ainsi que le siège et l'hôpital du corps préfectoral. Grâce au président de la République, les membres du corps préfectoral disposent d'une mutuelle sociale, véritable outil de gestion de l'encadrement des aspirations d'ordre social des membres du corps préfectoral qui enregistre plus de 820 membres. Et pour continuer de mériter cette attention particulière, il faudra rester au-dessus de la mêlée.
Être au-dessus de la mêlée, c'est avoir une gestion rigoureuse de son environnement, tant professionnel, social que familial. Je rêve de ce préfet exerçant son métier, sa mission avec rigueur, autorité et probité. Je voudrais me faire le porte-parole du chef de l'État et vous transmettre ses félicitations et toute son admiration pour le travail que vous ne cessez d'abattre dans le silence, parfois avec des difficultés. C'est pourquoi aucun effort ne sera de trop pour vous accompagner dans vos missions. Remise de chèques, signature de convention pour l'assurance maladie des membres du corps préfectoral, remise d'un présent pour le président de la République Alassane Ouattara, également au nombre des temps forts de cette première édition de la journée dédiée au mérite du corps préfectoral. Habituellement, c'est dans les séries télévisées qu'on en entend parler, mais des détectives privés, il en existe bel et bien autour de nous. Ils sont même constitués en groupement, c'est l'Ordre des détectives privés et enquêteurs de Côte d'Ivoire. Récemment, ils ont décidé de rencontrer les autorités compétentes et c'est le procureur adjoint de la République qui les a reçus. Une réunion pour définir la légalité des actes du détective et son domaine d'intervention. Compte rendu, Marie-Loïse Trierou, Alvorassa. Souvent connu dans les films policiers, mais méconnu du grand public, le détective ou agent privé de recherche a pour mission principale d'enquêter et d'informer. La première rencontre officielle de l'Ordre des détectives privés et enquêteurs de Côte d'Ivoire, ODPECI, avec les autorités compétentes a permis d'énumérer les différents obstacles que rencontrent les agents détectives dans l'exercice de leurs fonctions. La notion de détective est méconnue. Donc, quand on pense détective, on pense à ce bonhomme, comme nous l'avons signifié lors de la conférence, à ce monsieur qui fait un peu de filature sans document légal pour rechercher les preuves d'infidélité d'un homme ou d'une femme. Le détective privé fait mieux que ça. La difficulté que nous rencontrons, c'est que le citoyen lambda ne connaît pas, et même les institutions ne connaissent pas le métier de détective. Outil de soutien auxiliaire civil au service de la justice, le détective privé joue un rôle important auprès des populations. Il n'y a pas de décret qui formalise ces actes, tout ce qui est cette fonction-là. Il faut vraiment un décret. Et là, ils nous ont souligné ici dans leur présentation. Et nous souhaitons tous que ces tests-là puissent être pris pour que nous aussi, professionnels du droit, nous puissions pratiquement travailler en collaboration de façon sereine et légale avec les détectives privés. Le détective privé intervient dans plusieurs domaines, les affaires familiales, les affaires civiles et commerciales, les affaires pénales, les affaires industrielles et bien d'autres. Et si seulement ces détectives avaient le pouvoir de dénicher le point faible du coronavirus et nous en débarrasser. Oh que non, le virus continue sa route, il met tout sens dessus-dessous, il tue, dévaste tout et il avance. Pour l'heure, il semble plus fort. Le combat est rude, c'est sûr, mais on n'a d'autre choix que de l'arrêter à tout prix. Les gestes barrières existent, notamment le port du masque de protection. On peut également se faire vacciner. C'est d'ailleurs ce que recommande fortement le gouvernement contre ce coronavirus. À l'heure qu'il est, ce sont les seuls moyens de s'en prémunir. En attendant qu'on puisse vaincre le virus, c'est bien lui qui mène le jeu. Hier encore, il a touché 45 personnes pour un total de 62 077 malades comptabilisés depuis le début de la pandémie et on déplore 706 décès depuis mars 2020. À présent, cette question. Quel apport de la FESI dans la gestion d'une école ivoirienne face au défi de l'employabilité? Les membres de la Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire ont tenté de trouver réponse à l'interrogation. C'était vendredi dernier en présence du ministre de tutelle, Adama Diawara, et c'était lors du 11e congrès de l'instance. Reportage Orphée Conan dans un commentaire de Michel Mambo.
11e congrès ordinaire de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI. Les élèves et étudiants membres de ce syndicat se sont mobilisés autour du thème « Quel apport de la FESI dans la gestion d'une école ivoirienne en déliquescence et face aux défis de l'employabilité ». Le secrétaire général, en se basant sur ces statuts réglementaires intérieurs-là, mène le combat des élèves et des étudiants, c'est-à-dire redonner l'image de l'école ivoirienne, redonner aussi l'image de notre structure. Nous sommes ici pour appuyer nos jeunes, pour les encadrer, pour les encourager, et puis pour leur expliquer qu'une organisation comme la FESI, qui existe depuis plus de 30 ans, doit faire preuve de maturité, de discernement. La FESI a gagné en maturité. Donc nous les encourageons, nous les félicitons. Et nous pensons que cette organisation doit continuer de marquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parrain de la cérémonie, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a invité les étudiants à s'éloigner de la violence. Il s'est également prononcé sur les initiatives du gouvernement pour l'amélioration du système d'encadrement. On peut revendiquer, mais avec la méthode. Il faut que la FESI soit porteuse des valeurs de tolérance et de dialogue. Réalise dans ses revendications parce que l'État seul ne peut pas tout faire. Il ne faut pas que la FESI soit uniquement une force de contestation, il faut qu'elle soit une force aussi de proposition. Je dis bravo à la FESI, il faut qu'elle continue sur cette voie. Ce congrès a également été marqué par l'élection du secrétaire général de la FESI. Alain Sinclair, secrétaire général sortant, a été réélu pour un mandat de 2 ans. Allons voir à Tanda, au nord-est de la Côte d'Ivoire. L'actualité là-bas, c'est la tournée de sensibilisation du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani dans la région contre le phénomène des congés anticipés par la seule volonté des élèves eux-mêmes. Mais c'est aussi la mise sous tension du village d'Aïbango par le ministre pour le grand bonheur des populations. Aïbango, 9 km de Tanda, son chef-lieu de commune. L'énergie domestique a désormais un vieux souvenir. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, au nom du président de la République, procède à la mise sous tension du village. Ce cadre de la région a remercié le Premier ministre et le chef de l'État et s'est engagé à nouveau au nom des bénéficiaires à accompagner la volonté gouvernementale de développement. Ce sont par ailleurs les propos du chef, Nanan Kwadjo Kouman Évariste, qui insiste sur la satisfaction de tous de bénéficier de cet outil de développement après plusieurs dizaines d'années d'attente. Le même décor à Tehui, autre village de Tanda. Ici, on célèbre le cinquantenaire de l'école primaire publique. C'est une opportunité pour l'autorité gouvernementale d'insister sur le civisme scolaire en cette période de fin d'année. Mais si en son temps, nous nous étions comportés comme c'est le cas aujourd'hui, mais on n'allait pas atteindre ce niveau. Donc, chers parents, dites à vos enfants d'aller à l'école. Il y a des moments indiqués pour aller en congé. Élèves et parents qui prennent l'engagement de ne pas être des acteurs actifs du phénomène des congés anticipés dans cette zone du Gontougo, dans l'est du pays. Et à quelques kilomètres, quelques 500 kilomètres même de Tanda, à Ouangolodougou, au nord de la Côte d'Ivoire, on ne prône que la paix, la fraternité et l'unité dans la localité de Naandougou. Les populations sur place sensibilisent au vivre ensemble, seul gage d'un développement réel. Depuis Naandougou, le reportage de Kader Sorodoko. Journée de la cohésion sociale à Naandougou, dans le département de Ouangolodougou. Ce village de la sous-préfecture de Kawara veut aller de l'avant. Au cours de cette journée, le parrain Trissa Traoré, député de Ouangolodougou, a exhorté la population à œuvrer pour la consolidation de la paix et de la sécurité. Au menu des échanges, le renforcement du vivre ensemble, la solidarité et la promotion de l'unité nationale, conditions indispensables pour le développement économique national. Tournez le dos aux vendeurs d'illusions qui viendraient vous faire miroiter le paradis au nom d'une quelconque lutte religieuse. Aidons le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara et le gouvernement à fermer l'accès de nos villes et villages à toutes les formes de violence. Soyons nos propres gendarmes en donnant l'information à nos autorités. La journée de la cohésion sociale à Naandougou
a été l'occasion pour la population de saluer le soutien des autorités politiques et administratives, mais également d'exprimer les préoccupations du moment liées à la santé, l'éducation, la route, ainsi qu'à de nombreuses autres infrastructures. La population de Mahandougou est reconnaissante envers vous et votre équipe. Et nous ne saurions terminer nos mots sans vous faire encore des doléances. Nous avons besoin d'un centre de santé, d'un bâtiment de 3 classes pour l'éducation de nos enfants et des jeux extérieurs au niveau du préscolaire, sans oublier un foyer pour la jeunesse. Profitant de sa présence à Mahandougou, le député Drissa Traoré a rendu compte de l'année parlementaire à ses populations. Il a ensuite profité pour faire un don de table-banc pour l'école primaire du village. Revenons à Abidjan et on marque une halte à Yopougon. Les musulmans de cette commune auront bientôt une nouvelle mosquée. Ce sera au quartier Niangon précisément. Ils viennent de procéder à la pose de la première pierre. Un membre du gouvernement était présent au lancement des travaux. C'est Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur. Ce geste marque la concrétisation d'un rêve attendu depuis longtemps par la communauté musulmane de Yopougon-Niango. Celui de disposer d'un lieu de culte pour vivre leur foi dans la dignité. La réalisation de ce projet est le fruit d'innombrables efforts fournis de concert par les cadres musulmans et les autorités publiques. Ce complexe a initialement bâti sur une superficie de 2,5 hectares, comprenant une grande mosquée, une capacité de 7000 places à 2 niveaux. Il y a un groupe scolaire islamique. Nous croyons à la miséricorde de Dieu que c'est l'ouverture qui vient de se faire depuis des décennies. Le terrain nous a été offert. Aujourd'hui est un très grand jour pour nous. Aux côtés de l'imam principal de la mosquée, Cheikh Imam Ali Ouattara, président du COSIM section Yopougon, le ministre Adama Diawara, parrain de la rencontre, invite les musulmans de Yopougon à s'unir pour achever les travaux de cette mosquée. Je suis venu apporter ma petite contribution pour l'achèvement des travaux de construction de cette mosquée. J'en ai profité pour exhorter mes frères et sœurs à faire en sorte que l'islam en Côte d'Ivoire demeure sur sa voie, c'est-à-dire celle de la pratique d'un islam modéré, tolérant, sans extrémisme et sans fanatisme. Le terrain de la mosquée Vamoussa Bamba a été octroyé par feu le ministre Vamoussa Bamba. Il a une superficie de 22 000 mètres carrés. Un reportage signé Souleymane Donisongui et Alvor Assa. Si à Yopougon, Niangon, les travaux de la mosquée démarrent, les musulmans de Gangoué, eux, ont commencé à prier dans leur toute nouvelle mosquée réhabilitée. Gangoué, c'est dans le département de Ouaninou, une mosquée entièrement rénovée grâce au cadre de la localité. Nous avons pu suivre pour vous la cérémonie d'inauguration. Reportage signé Mahama Traoré. Dans le département de Ouaninou, région du Bafing, Gangoué est un village connu pour son attachement à la pratique de l'islam depuis des décennies. En atteste la présence de cette mosquée centenaire de style soudanais, juste en face de laquelle triomphe désormais le nouveau cadre futuriste de la grande mosquée. L'édifice vient d'être rajeuni suite à de grands travaux lancés en novembre 2019. C'est un édifice qui a été inauguré le 1er août 1997. Ça avait pris un coup de vieux et puis il était fortement dégradé. Cette grande mosquée a été construite entièrement que par les fils et filles du village. Depuis ce vendredi, la grande mosquée rénovée de Gangoué est de nouveau rouverte au culte. La qualité des travaux, ornée d'une décoration de type arabesque, a vite fait de conquérir les cœurs des fidèles musulmans. Notre mosquée, vraiment, ça me plaît. Vraiment, où on est là, en Côte d'Ivoire, moi aujourd'hui, il n'y a pas notre mosquée là, il n'y a pas sondé. Notre culture, c'est l'islam. Nous sommes nés musulmans et on grandit dedans. Ce qui se passe, on montre aux enfants qui doivent venir au village. Il ne faut pas ils vont regarder seulement que non, il n'y a pas ça chez nous. Non. Ce qui est à Abidjan, il y en a chez nous ici. Pour cette réouverture, Gangoué a fait appel aux leaders religieux musulmans de Côte d'Ivoire. L'honneur est revenu au Cheikh Haïma Ousmane Diakité d'officier la grande prière du vendredi. Dans le sermon qu'il a prononcé, le président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques a loué l'initiative de réhabilitation prise par les cadres de Gangoué
sous le leadership de l'un de leurs, Moussa Sanogo, ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Là où on prie le Seigneur, ce sont les lieux les plus aimés par Dieu. Et donc là où on crée les conditions pour que les uns et les autres puissent prier notre Seigneur, appeler à la paix, appeler à l'amélioration des conditions de vie de nos populations, appeler à ce que nous ayons une entente cordiale. Je crois qu'il n'y a jamais rien de trop grand pour ces lieux-là. Ganwe, qui est un village très important dans l'histoire de l'islam, un village de spiritualité, un village de diffusion de la science de l'islam. Et nous avons cité le hadith du prophète qui dit, alayhi salatu wassalam, celui qui construit une mosquée dans le monde d'ici-bas, Dieu construit pour lui une maison dans le paradis. Cela suffit comme motivation pour chacun. Ganwe a une nouvelle mosquée, mais n'oublie pas l'ancienne. L'engagement a été pris par les cadres de veiller à la restauration de ce patrimoine religieux, tout comme celui de mettre sur pied un comité chargé de l'entretien de la grande mosquée rénovée. On va quitter la mosquée. On part découvrir la maison de Marie, direction la Turquie, où se trouve en ce moment une soixantaine de chrétiens catholiques ivoiriens. Ils marchent sur les traces des premiers chrétiens dans ce pays. Ils y sont depuis hier samedi dans le cadre d'un programme de la Direction générale des cultes, programme dénommé Pèlerinage Nativité Turquie 2021. Le reportage de Dangui Dangui et Fernand Conan, nos envoyés spéciaux. Des catholiques ivoiriens visitent la maison de Marie, une concession située dans les montagnes, dans la localité d'Éphèse en Turquie, où la Vierge Marie a vécu selon les livres saints. Je suis contente parce que j'ai visité quand même la maison de Marie. Je vis actuellement, c'était comme si je vivais ces années passées. Voilà, c'est cette joie qui m'anime. Je demandais tout simplement que par son intercession, nous ayons les grâces dont nous avons besoin de la part de son Fils pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Oui, pour notre pays, la Côte d'Ivoire, qui a besoin de cette paix. Dans la même localité et toujours sur les traces des premiers chrétiens, les pèlerins ivoiriens découvrent les vestiges de ce théâtre antique, où s'est parfois joué le destin de l'Église catholique. Avoir sur les traces de Saint Paul, je pense que je suis sur les marches du Christ. Je pense que j'essaie d'être sur les pas du Christ. Non loin de là, les pèlerins découvrent la basilique du Saint-Jean, puis la tombe où reposent ses restes. À Saint-Jean, Jésus a confié sa mère. Donc en tant que chrétien catholique, c'est l'Église que Jésus a confiée à Saint-Jean. Donc quand j'ai vu ici la cathédrale qu'il a dressée, je me dis que c'est l'Église qu'il a dressée ici. Ce pèlerinage en faveur d'une soixantaine de catholiques ivoiriens dénommé Pèlerinage Nativité Turquie 2021 est une initiative du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, pilotée par la Direction générale des cultes. Le contingent tchadien au Mali devrait quasiment doubler sous le mandat des Nations Unies. L'ambassadeur malien à l'ONU a donné son feu vert au Conseil de sécurité, mais le gouvernement militaire au pouvoir à Bamako tient à préciser que ce renfort intervient dans un cadre bilatéral et à la requête du gouvernement de la République du Tchad pour faire face aux menaces et protéger ses troupes au nord du Mali suite à la reconfiguration de la force Barkhane, la force française au Sahel qui a retiré 450 soldats du nord malien. Je vous le disais à l'entame de ce journal, l'excellence a un prix, la RTI en a 7. Comme à son habitude, hier encore, le groupe RTI s'est bien illustré à la soirée des Ébonies à Yamoussoukro. 7 prix raflés. Le super prix est revenu à Boussou Kwasi d'Adjamé FM, mais nous sommes quand même 7 fois Ébonies. 7 fois que le nom RTI a retenti dans cette salle de l'Hôtel Président. 7 comme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel ou comme les 7 merveilles du monde, 7 fois qu'on a convaincu les meilleurs journalistes, c'est bien ici, à la RTI. 3 jours que les lampions scintillent sur la capitale politique Yamoussoukro pour la 23e nuit des Ébonies. Les lumières sont éteintes, le rideau est enfin tombé. Il vient d'Adjamé, Adjamé FM, Boussou Kwasi. Super Ébonies 2021. En musique. Boussou Kwasi, de la rédaction de radio Adjamé FM,
est le nouveau Super Ebony 2021 du meilleur journaliste de l'année et Ebony Radio. Parmi les 28 nominés, il a su convaincre le jury présidé par le docteur Alfred Danmoussa par l'originalité et la pertinence de ses sujets. Je veux également continuer pour dire merci également à l'UNJCI qui donne à travers Ebony l'opportunité à des journalistes de tous bords et de tous niveaux de compétir et de pouvoir, n'est-ce pas, espérer avoir ce genre de prix. Plus d'une vingtaine de prix spéciaux et sectoriels sont décernés à la crème des journalistes de Côte d'Ivoire. Au nombre d'entre eux, Gora Maï Thomas du journal Le Sport qui remporte l'Ebony de la presse écrite. Serge Alain Kofi de Alerte.info qui devient le meilleur journaliste web de Côte d'Ivoire. Fatou Fofana de RTI1 remporte la palme de la meilleure présentatrice du journal télévisé. Bintou Pekele de RTI2, quant à elle, arrache le prix Ebony Télévision pour sa première participation. Une révélation et une satisfaction pour le premier groupe audiovisuel de Côte d'Ivoire. On a traité des sujets, ce qui nous concernait réellement, mon équipe et moi. Je veux parler du cadreur, du chauffeur. On a été sur le terrain et c'est ce qui a payé. On a aimé ce qu'on faisait, on ne s'est pas reposé. Pendant toute une année, on a travaillé pour ça. Lorsqu'on a vu la soirée des Ebony en 2020, on était encore au travail, je travaillais même sur un dossier et j'ai dit au monteur, l'année prochaine, je serai sur le podium. Des invités de cette 23e nuit des Ebony n'ont pas boudé leur plaisir et se retournent satisfaits. Ça motive et ça permet aux gens, ma foi, de savoir qu'on est suivi. Moi, ça me donne des idées pour ma coopération à moi, puisque ce n'est pas vraiment de la coopération des journalistes, mais c'est vraiment encourageant. Cette soirée des Ebony marque les 30 ans de l'UNJCI et coïncide avec les 35 ans de disparition de l'illustre journaliste Noël X Ebony. Jean-Claude Koulibaly, président de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire et le représentant du Premier ministre, en souvenir, se sont engagés à faire du prix Ebony l'âme de l'excellence journalistique et d'une vie démocratique apaisée. L'UNJCI a toujours œuvré pour une bonne professionnalisation du métier de journaliste. Et c'est ce que nous faisons. Relever les talents cachés, montrer que modestement, parti modestement, on peut y arriver. Seul le travail paye et que de la qualité des articles et également de la qualité des contenus, vous pouvez, je veux dire, journaliste que vous êtes, avoir accès ou bien avoir la possibilité de remporter le Super Ebony. Les anciens présidents de l'UNJCI ont notamment été honorés durant cette soirée. Boussou Kwasi, nouveau Super Ebony 2021, succède à Marcel Aka du quotidien L'Inter. Bravo à la RTI et bravo surtout au comité d'organisation pour cette belle soirée. Et c'est parti pour le Dimanche Magazine, le magazine de l'audiovisuel le plus attendu, celui que vous préférez. Aujourd'hui encore, le sujet est d'actualité. C'est la Côte d'Ivoire qui préside aux destinées du tourisme africain et de l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme. Siandou Fofana est donc 2 fois président. Alors nous l'avons invité, il est avec nous pour un petit moment. Merci monsieur le ministre. Mais permettez, avant de démarrer cet entretien, on va suivre cet élément vidéo. Et juste après, on se retrouve. Merci beaucoup. Le leadership de la destination touristique ivoirienne vient d'être réaffirmé au plan international. En effet, la Côte d'Ivoire vient de se faire élire à la présidence du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme au thème de sa 24e Assemblée générale qui s'est tenue cette semaine à son siège à Madrid en Espagne. La sublime Côte d'Ivoire a été élue par les 35 membres statutaires de l'organe décisionnel de l'institution spécialisée des Nations Unies. Ça a été un sentiment d'honneur pour notre patrie d'avoir été élu à la tête du conseil exécutif d'une organisation aussi importante que l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme. Le tout premier point, c'est la venue de la Côte d'Ivoire dans le concert des nations. C'est très important. Il faut 152 ans
pour qu'un tel événement d'une grande envergure se reproduise ici. Maintenant, nous assurons aussi la présidence d'un conseil exécutif aussi important. Nous estimons que l'apport que cela va apporter à la Côte d'Ivoire est énormissime. Le ministre Siandou Fofana, qui porte la vision du président Alassane Ouattara, mise en œuvre par le Premier ministre Patrick Achi, a organisé entre autres en terre ivoirienne le 27 septembre dernier les festivités officielles de la Journée mondiale du tourisme. Un atout qui a pesé dans l'élection de la Côte d'Ivoire à la présidence du Conseil exécutif de l'OMT. Merci à vous, Patricia Omouetia, notre spécialiste maison des questions de tourisme. Alors, Monsieur le ministre, vous êtes président de la CAF-OMT, la Commission africaine. Vous êtes aussi président de l'OMT. Que d'honneur pour la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'on y gagne véritablement? Merci, Monsieur Anza Diaby. Je pense que c'est d'abord une reconnaissance du leadership incarné par le président Alassane Ouattara depuis qu'il a pris les rênes du pouvoir en Côte d'Ivoire. Et c'est le retour de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Et aujourd'hui, vous savez que tous les touristes du monde ne peuvent aller et ne peuvent reconnaître une nation à vocation touristique que si vous avez une certaine reconnaissance internationale. De ce point de vue, nous pensons que les efforts accomplis par notre pays pour le repositionnement diplomatique, pour l'action d'envergure au plan économique, mais aussi les efforts et la politique touristique de notre pays a permis aujourd'hui cette reconnaissance par nos pairs africains et au-delà, par toute la communauté internationale. Mais vous étiez en compétition avec des pays comme le Bahreïn, l'Afrique du Sud, le Brésil, par exemple. Qu'est-ce qui a milité véritablement en notre faveur? Ce qui a milité en notre faveur, c'est d'abord et avant tout, il faut le dire, c'est ce que je disais tantôt, c'est le leadership incarné par le président de la République. Et bien des fois, on ne met pas cela en avant, mais c'est un travail de fond qui a permis que toutes les nations reconnaissent que la Côte d'Ivoire a fait des bons qualitatifs ces dernières années pour être véritablement cette nation reconnue par les plus grandes nations comme une nation d'envergure. Mieux encore, la stratégie dont la Côte d'Ivoire s'est dotée est une stratégie qui mobilise la communauté des bailleurs et la communauté des investisseurs privés et qui est reconnue aujourd'hui, et c'est ce qui a été à la base de notre succès. Et il n'y a pas très longtemps, il y a environ 3 mois, on était en septembre, vous avez organisé, le ministre du Tourisme et la Côte d'Ivoire ensemble, on a organisé la Journée mondiale du tourisme, une première dans l'histoire de ce pays. Quelles en sont les retombées? Évidemment, c'est une première dans l'histoire de notre pays. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire accueillait la Journée mondiale du tourisme. Je me dirais, tout arrive à la fois. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire préside dans l'histoire de notre pays l'organisation pour la conférence Afrique, la Commission Afrique. Et c'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire préside l'Organisation mondiale du tourisme. Et les retombées pour la Journée mondiale du tourisme, il faut attendre 6 ans pour qu'un pays africain ait cette opportunité. Avant nous, c'était les pays du Maghreb et les pays d'Afrique australe. Ça donne de la visibilité, ça donne un positionnement à notre pays à un tel niveau où tous les investisseurs et toute la revue internationale et la presse internationale, et en cette fin d'année, nous allons accueillir la presse internationale qui vient à cette occasion pour découvrir ce que nous avons montré au cours de la quinzaine touristique sur les différents sites de notre pays. Monsieur le ministre, comment va le tourisme ivoirien? Le tourisme ivoirien allait bien jusqu'à ce qu'intervienne la Covid-19 et cette pandémie a eu pour corollaire d'impacter au niveau mondial le tourisme au point de connaître la baisse drastique des chiffres atteignant 70% des baisses d'activité au niveau mondial. Et la Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge. La Côte d'Ivoire a fait d'efforts pour avoir à mobiliser la communauté des investisseurs en faisant plusieurs tables rondes. Et d'ailleurs, l'initiative ivoirienne qui a consisté à faire le Forum mondial d'investissement touristique en faveur de l'Afrique a été repris et pour le compte de l'Organisation mondiale du tourisme désormais. Et c'est une création ivoirienne. Et tous les investisseurs que nous avons mobilisés, malheureusement,
ont été freinés dans leur élan, dans l'attente de cette pandémie, ne sachant pas à quoi nous nous attendions. Et donc, ceci a freiné toute cette communauté d'investisseurs qui étaient prêts à investir dans notre pays. Mais je pense qu'il y a une reprise que l'on constate aujourd'hui par les chiffres. Mais à côté de ça, à côté de la pandémie de Covid, on a des sites touristiques dégradés, Monsieur le ministre, et des sites même en détresse. Évidemment, cette pandémie est venue nous rappeler qu'il fallait que, de par la stratégie, nous mettions un accent sur le développement du tourisme domestique. Et c'est ce à quoi nous nous attelons. Et donc, il y a un projet qui consiste à réhabiliter un nombre de sites. C'est le cas, par exemple, aujourd'hui de Awakro pour les roches qui font l'objet d'attraction au regard de leur aspect. Du centre archéologique. Le centre archéologique d'Awakro. Et nous avons plusieurs sites qui sont en réhabilitation. La forêt du Banco, nous allons à partir du 22 procéder à une réouverture avec le ministre de l'Environnement pour le parcours touristique et pour bien des loisirs dans ce parc merveilleux. On a le zoo d'Abidjan, on a Grand Bassam, la ville historique, le lac aux Caïmans, les forêts classées. Vous parlez du Banco. La Côte d'Ivoire regorge de sites balnéaires, de stations balnéaires, de forêts tropicales, un patrimoine colonial français aussi, mais malheureusement tout ça est en train de tomber un petit peu en ruine. Oui, il y a un programme qui a été arrêté par le gouvernement visant à la réhabilitation de la ville de Grand Bassam, et donc en rapport avec le ministère de la Culture, ce projet est en cours et nous pensons que dans le cadre de l'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam, il y a un parc touristique de 300 hectares qui doit être valorisé, et en plus de cela, nous allons assister à une remise en état, à une réhabilitation de cet important patrimoine qui date des années 30. 1930. D'aucuns parlent de faible promotion du tourisme ivoirien. Est-ce que le secteur n'est pas un peu marginalisé? Je pense que nous avons un potentiel, un travail est fait. Il faudrait qu'on sache apprécier parce que d'un côté, il faut avoir les chiffres. La stratégie touristique de la Côte d'Ivoire vise à faire en sorte que 2025, nous ayons 5 millions de touristes internationaux avec la Côte d'Ivoire qui rentre dans le top 5 des destinations touristiques. Aujourd'hui, nous sommes classés avant le Sénégal. Africain, cela s'entend. Nous sommes, bien entendu, parmi les 13 destinations les plus prisées en Afrique. Et nous avons aujourd'hui, depuis que nous avons mis cette stratégie en place, nous sommes passés dans une proportion de environ 2100 hôtels à 3700 hôtels. Et vous comprenez, donc il y a une progression annuelle de 10% et avec 53 000 chambres que offrent tous les établissements de Côte d'Ivoire. Mais avant, c'est un accroissement qu'il faut reconnaître d'un peu plus de 30%. Et cette stratégie, vous ne l'avez pas encore dit, c'est Sublime Côte d'Ivoire. C'est Sublime Côte d'Ivoire. Ce n'est donc pas qu'un slogan, Sublime Côte d'Ivoire. Sublime Côte d'Ivoire, loin d'être un slogan, c'est une stratégie qui vise à faire de notre pays cette destination qui deviendra touristique avec véritablement 3 finalités. Impulser le moteur de la croissance économique en générant de la valeur et en plus faire en sorte que nous contribuions significativement au développement territorial et enfin faire en sorte qu'il y ait la création d'emplois pour les jeunes. Et à l'heure qu'il est, quelle est l'importance du tourisme en Côte d'Ivoire? Le tourisme en 2019, c'est le chiffre qui est le plus parlant. Nous contribuons à 7,3% du PIB de la Côte d'Ivoire en 2019. Et 2020, avec cette situation de Covid, et nous arrêtons les statistiques très prochainement, et nous allons pouvoir vous les communiquer, mais c'était 7,3% du PIB qui représentait aux alentours de 1 500 milliards de nos francs. Et quel est le type de tourisme qui est pratiqué en Côte d'Ivoire en général? La Côte d'Ivoire est la 3e destination touristique au plan du tourisme d'affaires
après le Nigeria et le Maroc. Après le Nigeria et le Maroc. Et puis, on en vient maintenant à ces projets ici à Abidjan. On parle de la Tour des Nations. La Tour des Nations, c'est ce projet, je vais dire, d'envergure qui doit sortir sur la place de l'ex-Sorbonne. Une tour des nations, un complexe hôtelier. On en parle depuis un moment, on ne voit pas. La baie de Cocody également, qui est à l'arrêt pratiquement. Et puis la baie de Biétry, qu'est-ce qu'il en est? Ça a été annoncé, mais depuis, rien. Il faut d'abord signaler que dans notre pays, la volonté du gouvernement est réelle et le président de la République a fait des efforts avec son gouvernement à l'effet de repositionner notre économie sur différents axes. Et donc, l'un des axes consiste à faire en sorte qu'il y ait une certaine modernisation de la vie. Et donc, parlant des infrastructures de cette nature, bien des pays font le choix d'investir eux-mêmes, mais nous sommes dans une économie de marché et donc l'économie libérale, et c'est le secteur privé que nous encourageons à investir. Mais nous avons hérité d'une situation, en arrivant au pouvoir avec le président, de problèmes liés aux fonciers qui font l'objet de traitements pour éviter de tomber sur le coup d'un certain nombre de juridictions. Et tout ceci a eu pour corollaire de freiner un certain nombre d'investissements. C'est pour ça que le cadre incitatif a mis un accent sur le problème du foncier qui doit être libre de tout engagement. C'est ce qui retarde quelques projets. Et c'est ce qui a retardé le projet. Mais le projet Toute la Nation, c'est un hôtel Four Seasons avec des appartements et une galerie marchande de luxe. Et on va revisiter ensemble avec le ministre de la Construction les deux parcs avec le district d'Abidjan, les deux parcs qui seront les jardins très modernes et qui permettront d'avoir à faire une certaine modernisation de notre centre d'affaires. Mais mieux, la Tour de la Nation, c'est un hôtel, c'est des appartements, c'est des bureaux. 225 appartements. 225 chambres pour une tour de 46 étages. Et nous allons lancer les travaux d'ici début d'année. Alors, voilà. Pour la baie de Cocody, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les travaux sont à l'arrêt? La baie de Cocody, il faut dire que la baie de Cocody est composée de 4 modules. Dont le premier module est un module environnement, et qui concourt à faire en sorte que nous déployons la coulée verte avec le ministère de l'Environnement. Éviter qu'il y ait un éboulement de terres qui viennent s'engorger et empêcher la circulation de l'eau. Il y a eu aussi un autre module qui est le module infrastructure. Et le module infrastructure, c'est ce que le ministère de l'équipement routier conduit aujourd'hui avec la construction de l'ouvrage de franchissement qui est le pont à Auban, qui est une première dans notre pays et qui va donner autre allure. Et donc, quand les puits sont en construction et que les études de sol et géotechniques permettent de faire tout ça, on ne peut pas faire la valorisation. Et donc, il y a un autre module qui est le module financement et qui est piloté par le ministère de l'économie et des finances. Et pour le ministère du tourisme, nous faisons la valorisation, donc nous venons qu'en aval. Et donc, ce module valorisation que les Ivoiriens verront a fait l'objet d'études de positionnement stratégique et d'études de marché au plan qualitatif et quantitatif, et tout a été restitué. Et nous allons ensemble travailler avec tous les acteurs sous la responsabilité de M. le Premier ministre. Et nous avons eu une réunion la semaine dernière faisant en sorte que le comité de pilotage arrive à mettre en exergue tous les éléments et les recommandations formulées par l'étude McKinsey. Ce qui va forcément retarder les délais. En fait, il faut dire que nous sommes dans les délais puisque la valorisation n'intervient que a posteriori. Et maintenant que les puits apparaissent, il faut éviter qu'il y ait des accidents parce que pendant qu'on monte les puits et qu'après il faut déployer le tablier de circulation sur cet ouvrage de franchissement, on ne peut pas en même temps mobiliser des équipes pour travailler à la valorisation de 50 impacts de 50 hectares obtenus sur la zone
mais c'est quelque chose qui devient le salon d'Afrique et qui va être un endroit stratégique de notre pays dans les mois à venir. Les mois à venir. Alors, la baie de Biétry, on a dégagé des gens, on les a déguerpis, Biétry, la baie, voilà, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, pour la baie de Cocody et la baie je parlerai de Biétry, pour le boulevard de Marseille, dans la construction en 2x2 voies pour permettre d'avoir une voie alternative sur la circulation du boulevard VGE, il y a eu le dégagement des emprises. Il faut rappeler que c'est le domaine public de l'État et donc l'État n'a fait que reprendre son domaine public et donc ce dégagement a été fait, mais la nature a horreur du vide. Et donc nous avons envisagé 2 projets. Donc le projet Serena Village, qui est un projet constitué d'hôtels, de galeries marchandes, de restaurants et d'espaces de loisirs. Et nous allons avoir la promenade du monde où on va avoir toutes les cuisines du monde avec les espaces de loisirs du monde pour chaque continent. Ce sera pour quand? Et le ministre de l'équipement routier qui est en charge de la gestion du domaine public a signé l'AOT, l'attestation d'occupation temporaire pour ce qui concerne Serena Village et nous lançons Serena Village en cette fin d'année. En cette fin d'année. Monsieur le ministre, vous êtes aussi ministre des Loisirs. La dénomination exacte, c'est ministre du Tourisme et des Loisirs. Voilà 5 ans que vous êtes là. Qu'est-ce qui a été fait à ce niveau des loisirs? Au niveau des loisirs, il faut dire que nous avons, comme je l'ai dit, cette vocation d'être une économie de marché. Et donc, nous n'avons pas vocation à être doté de budget pour avoir réalisé les infrastructures, si ce n'est qu'encourager le secteur privé. Et nous avons réuni un certain nombre d'acteurs privés pour porter des projets au niveau étatique. Et c'est ce à quoi nous assistons, et du moins vous verrez avec nous qu'aujourd'hui, nombre de projets ont connu un début de démarrage. À Yopougon, au niveau du centre commercial, vous verrez le plus grand centre de loisirs basé sur tout ce qui est digital et qui se trouve à Yopougon sur un peu plus de 10 000 m². Et ça, ce sont des éléments qui ont été encouragés pour que le secteur privé porte ses projets. Il en est de même pour les différents villages touristiques et les villages de loisirs qui sont montés ici et là. Et pour l'instant, nous procédons à la modernisation des plages. Donc en phase pilote, nous aurons 3 plages qui seront modernisées. Et bien des privés ont été encouragés à porter des projets. Et je pense que ce sont des projets qui vont démarrer. Mais aujourd'hui, il y a cette volonté du gouvernement à mettre un accent pour que le secteur privé porte les véritables projets de développement pour essayer de donner de la dynamique au niveau des activités de loisirs pour le bonheur des Abidjanais et des Ivoiriens. Et parlons de loisirs, on a notre compatriote Olivia Yassé qui participe au concours Miss Monde. Comment vous l'appuyez, vous, au niveau du ministère du Tourisme et des Loisirs? Quel est votre apport dans son cheminement sur la route de cette victoire dont on a tant soif? Évidemment, nous sommes heureux qu'une de nos compatriotes porte les couleurs de la Côte d'Ivoire, étant entendu que ça contribue significativement à la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Notre ministère a eu à faire en sorte que nous activons l'ensemble de nos réseaux habituels, les influenceurs et l'ensemble de tous nos blogueurs pour qu'ils reprennent le relais pour faire la promotion et pousser les uns et les autres à la soutenir et aller au vote. Et nous savons qu'il y a eu un report de 3 mois dû à la situation de Covid, mais nous ne baissons pas les bras. Nous activons toujours ces réseaux à l'effet de la soutenir pour aller jusqu'à la victoire et porter les couleurs de notre nation encore plus hautes, chose qui profiterait notablement au tourisme ivoirien. Merci.
Monsieur le ministre. Et avec vous, nous sommes ensemble, je pense, comme ça, au centre archéologique d'Awakro dont vous avez parlé, les pierres de Eotile à Tiapoum, les îles aux tortues à Adiaké, les îles aux mangroves, le cimetière de bateaux sur l'île Boulé, les tisserands de Bomizambo, de Waraniene. On parle des potières de Katiola. Il y en a tant de sites à visiter en Côte d'Ivoire. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Nous profitons du temps d'antenne que vous nous donnez pour avoir profité de l'occasion en cette fin d'année, inviter les Ivoiriens à aller à la découverte de leur pays et faire en sorte que le tourisme domestique prenne tout son sens, parce que nous avons profité de la quinzaine touristique pour mettre en valeur le tourisme domestique pendant 15 jours, et c'est ce que nous tenons à mettre en exergue pour nos concitoyens, dire que nous avons un beau pays, il suffit que nous l'approprions pour que tout le monde se sente à l'aise. C'est la sublime Côte d'Ivoire. Merci, monsieur le ministre. Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, président de la CAF-OMT, la Commission Afrique, président de l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme. Merci d'avoir pu dégager de votre temps pour venir nous voir. On vous souhaite plein succès dans vos différents mandats qui, on le sait, vont impacter positivement le tourisme ivoirien. Merci encore. Bon retour chez vous et revenez nous voir quand vous le voulez. Merci beaucoup, M. Anzadabi. Diarasouba Youssouf, fini le travail. Vous pouvez maintenant aller couper votre gâteau d'anniversaire. Bonne fête à vous. Diarasouba Youssouf, c'est notre caméraman principal de ce dimanche. Et je salue par la même occasion tous ses collègues, tous les autres cadreurs et toute la magnifique équipe qui m'a accompagné dans la réalisation de ce journal. Un journal conçu avec habileté par la chef d'édition, Michel Mambo. Bon dimanche, bonne santé et à mercredi.